Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan lecture du mois d'avril et il a été hyper prolifique, surtout sur la deuxième moitié. Je sais pas ce qui m'est arrivé, si c'est le retour des beaux jours ou quoi que ce soit, mais j'ai été prise dans une frénésie de lecture. D'ailleurs, je vais vous donner, comme toujours en tout début de vidéo, les statistiques de ce mois. Ce mois-ci, j'ai lu 14 livres, dont 2 DNF. On va en parler de toute façon en détail une fois qu'on va rentrer dans les livres. Mais surtout, j'ai lu 5800 pages. À titre de comparaison, en février, qui était mon meilleur mois de l'année jusque-là, j'étais à 4550 pages. Donc là, j'ai dépoté, mais également j'ai écouté 50 heures de lecture audio. Pour comparaison encore, le mois de mars, c'était le mois où j'avais le plus écouté, j'étais à 36 heures, donc j'ai vraiment dépoté sur l'audio, ce qui explique que du coup, mon nombre de pages lues, que je compte lues et écoutées, est augmenté de façon significative. Ce mois-ci, bon voilà, ça ne choque personne. Une partie de cette lecture, je vous en ai déjà parlé, soit dans mon update lecture, soit en vlog. Du coup j'irai un petit peu plus rapidement sur celle-ci. Et donc comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup de contenu. Sur ces 14 livres, il y en a la moitié qui sont sortis cette année ou l'année dernière, donc quand même une majorité de nouveautés. Et idem, la moitié de mes lectures sont des lectures que je qualifierais de lectures adultes, en opposition avec donc le young adulte, la jeunesse et compagnie. Et mon genre le plus lu ce mois-ci, c'est la fantasy, mais pas dans une aussi grosse mesure, puisque j'ai, si on compte le fantastique, 1, 2, 3, 4, 5 lectures, 6 si on compte la dystopie, et tout le reste c'est autre. Donc vraiment on voit que avec ce bilan j'ai quand même des lectures qui sont très variées, et c'est ce que j'aime, varier les genres, varier les sagas. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. J'envie les gens qui lisent des séries par exemple. Ils se disent bah je vais lire la trilogie d'une traite. Je peux pas, moi j'ai besoin de changer, sinon je finis par m'ennuyer, donc j'ai besoin comme ça constamment de changer. On va passer du coup au point saga, et alors là je ne sais plus où j'en suis par rapport au mois dernier. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai 40 sagas en cours. Je crois que le mois dernier j'étais à 42 ou quelque chose comme ça, mais il y a eu des abandons, il y a eu des fins de saga. Par exemple j'ai DNF la saga Light Lark. Je vous en reparle un petit peu plus en détail tout à l'heure quand je vous présenterai le livre. J'ai terminé la saga Mémoire de la forêt, j'ai continué 3 sagas et j'ai commencé une nouvelle saga. C'est la duologie The Blood of Stars, mais ça aussi je vous en reparle un petit peu plus. Donc là on est sur 40 séries, ce qui est vraiment bas, c'est ok. Et on a quand même bien avancé au niveau de mes sagas. Je compte mettre un gros coup de dent aussi au mois de mai. Me faire peut-être une semaine de lecture vraiment focus sur les sagas, ça peut être une idée de vlog. Bah voilà, ce sera mon prochain vlog. Parce que en fait le but cette année, je vous l'avais déjà dit, c'est pas forcément de réduire mon nombre, même si fatalement il réduit avec ce que je fais, mais surtout de me mettre à jour, puisque j'ai plein de sagas où je suis pas du tout à jour. Mais je vous parle pas d'un livre, hein, je vous parle de plusieurs tomes, ou alors bah il me manque qu'un seul tome, mais le tome d'avant je l'ai lu il y a 3 ans. Je ne sais plus si j'aime la saga, enfin bon bref. Et du coup en fait le but c'est vraiment d'épurer tous ces tomes voilà que je pourrais lire, qui sont sortis. Et après une fois que je serai plus ou moins à jour, qu'importe le nombre de sagas, tant que je suis à jour. Parce que si je suis à jour ça veut dire que techniquement elles me plaisent toujours et que j'ai lu un tome il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est mon objectif cette année et pour l'instant je me sors plutôt pas mal, hein. Voilà, je suis assez contente. On va commencer par récapituler les livres dont je vous ai déjà parlé, soit en vlog, soit en update lecture. Déjà en update lecture, c'est sûr, je vous ai parlé donc de Les Gouvernantes, qui était mon premier livre que j'ai acheté au Quai du Polar. C'est écrit par Alex Hay et malheureusement ça a été une petite déception. Pas un mauvais roman, mais pas, voilà, pas un livre qui m'a fait vibrer. Ça parle d'un casse dans un milieu historique très Downton Abbey et en fait j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est la réalisation que j'ai trouvé un peu bancale, avec quand même quelques longueurs. Ça restait un livre très sympa, mais voilà, pas un gros coup de cœur. Ensuite je vous ai également parlé du tome 3 de Hunger Games. Vous le savez, cette année je lis pour la première fois tous les Hunger Games. Là j'en suis au tome 4 que je suis présentement en train d'écouter. Et donc le livre du mois d'avril, c'était le tome 3 qui était La Révolte de Suzanne Collins. J'ai pas grand chose à dire dessus, d'autant plus déjà parce que je l'ai déjà chroniqué en update lecture, mais parce que c'est un livre de 400 pages qui a été adapté en 2 films. Ce qui veut dire qu'ils ont eu un film de quasiment 2 heures pour 200 pages. Donc c'est relativement quand même très bien adapté, il y a beaucoup de détails qui sont inclus et il n'y a pas grand chose qui change.
Donc j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'en fait c'est un univers que j'aime depuis des années et que je connais presque par cœur. Et du coup c'est très difficile de vous reparler de quelque chose qu'on a l'habitude. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment mais je peux pas vous en dire grand chose. Je vous ai parlé également de La Menace de Nico Takian publié chez Calman Levy qui était un thriller qui parle des incels. Ce groupe d'hommes qui pensent que les femmes ne sont attirées que par les hommes qui sont objectivement forts et musclés et compagnie et qui du coup doivent les éduquer par des manières pas toujours très sympas, même jamais très sympas. Vraiment, ce mouvement me fait très peur. Je pensais pas qu'il existait, ça me fait très peur. Googlez-le, renseignez-vous, vraiment c'est flippant. C'était chouette mais j'ai trouvé que la fin était tirée par les cheveux, donc pareil, pas un coup de cœur. Par contre j'ai beaucoup aimé le tome 2 de la saga de Tante Dimity, donc écrite par Nancy Atherton et publiée chez Verso. C'est le tome 2 qui va un petit peu plus rentrer dans le côté mystère et moins dans le côté cosy. Et du coup j'ai aimé qu'on soit un petit peu plus dans le mystère et j'ai beaucoup aimé ce livre. Le seul truc, et ça je vous en parle en vlog et en update lecture, c'est qu'il y a à un moment des propos très grossophobes qui m'ont beaucoup dérangée. C'est écrit à une période où on était sur le culte de la maigreur, donc ça passe dans le sens où je ferme les yeux, mais vraiment c'est des choses que je veux plus voir dans la littérature actuelle. Donc j'ai un peu grincé des dents, mais vous le verrez dans mon prochain vlog, le 3e tome, il n'y a plus du tout ça. Donc j'ai pu profiter de Tante Dimity sans avoir cet aspect là qui me grinçait les dents. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire le prochain tome que je vais pas tarder à recevoir, qui est un préquel qui se passe donc bien avant, je crois en 1800 et quelques. Donc ça va être très chouette. Et enfin je vous ai parlé d'une de mes nouvelles sagas chouchou qui est donc Spin the Dawn. C'est le premier tome de la duologie The Blood of Stars de Elizabeth Lim, qui est donc une saga qui va être en fait la première saga dans l'univers de l'Orient, qui est l'univers dans lequel s'inscrit la duologie Six Couronnes Écarlates et son préquel. Et le prochain tome qui va sortir, qui est Forgery of Fate, je crois, qui va être une réécriture de La Belle et la Bête cette fois-ci. Ici on est sur une réécriture de Mulan. C'était trop chouette, je vous en parle plus longuement dans le update lecture et dans le vlog. Vraiment j'ai adoré, même si c'est pas mon préféré d'autrice, vraiment Elizabeth Lim ça devient pour moi une référence, une autrice chouchou et vraiment je suis trop contente de l'avoir lu. C'est un livre en anglais, il fait 392 pages, je l'ai lu en quasiment 24 heures. C'est vous dire. C'est vous dire à quel point j'ai passé un bon moment. Et enfin, dans mon vlog sur le Tarot Books Challenge, qui est le challenge qu'organise ma copine Livromancienne, je vous ai également parlé de 2 autres livres dont je vous ai pas parlé en update lecture. Le premier, c'est Mémoire de la forêt, la fin de la saga, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et pourtant au début c'était pas parti comme ça. Et je me disais, oh j'ai du mal à m'attacher à cette histoire. C'est pas comme les précédentes, vraiment j'ai du mal à m'investir, puisque on suit toujours la même famille Renard, mais on suit les enfants du petit garçon qu'on suit dans le tome 3. Dans le tome 3 et dans le tome 2 d'ailleurs je crois. Et du coup en fait on passe vraiment à une ellipse temporelle où on suit d'autres personnages dans la même famille, mais on n'est plus du tout sur Cornelius Renard qui a donc sa petite librairie à Belle-Écorce. Et enfin si, il y a quand même la librairie puisque c'est le cœur du sujet. La librairie menace de s'effondrer puisque le bois a une maladie. Et donc c'est là que Ernest, qui est donc le fils de Barthélémus, va partir en quête de l'arbre à souhait dont lui parlait sa maman qui est décédée, qui pouvait donc du coup lui offrir un souhait. Et c'est comme ça que va commencer cette épopée, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, toute mignonne. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal à m'attacher. En plus il y a des retours dans le passé au moment où Barthélémus est encore enfant tel qu'on le connaît dans le tome 3 et à la fin, mais j'étais pas prête de la fin. Chialade. Si j'avais compté j'aurais passé 3 paquets de mouchoirs je crois. J'ai pleuré et cette saga elle est tellement intelligente, elle est tellement bien faite et c'est une saga qu'on peut lire à la fois adulte et enfant et on n'aura pas la même lecture parce qu'on n'aura pas le même vécu. Et du coup c'est là où je trouve que c'est vraiment une saga mais incroyable, intelligente, émotionnelle, bien renseignée et jamais dans le pathos. Et juste j'ai tellement hâte de pouvoir lire ces livres à mes enfants parce que bah c'était magnifique, voilà, j'ai adoré. Et il va y avoir un manque dans mon cœur de me dire que c'est terminé Belle-Écorce parce qu'à chaque fois c'était tellement prenant, tellement poignant que voilà. Je vous ai également parlé de Bravoure, cette belle brique qui est le tome 2 de la saga des Terres Bannies de John Green publié chez Léa. J'adore.
j'adore, je suis fan de cette série. Là je vais pas tarder à lire Ruine qui est donc le tome 3. C'est une saga de fantasy adulte qui va se dérouler dans un monde où vous avez une prophétie avec donc l'étoile vive et le soleil noir qui sont deux représentations de deux dieux qui se font la guerre. Voilà, hein, vous avez Astaroth et Hélion. Hélion c'est donc le dieu du soleil et Astaroth c'est le dieu du mal. Et le tout c'est qu'en fait chacun se croit un petit peu l'objet de la prophétie. Or il se trouve que tout le monde n'est pas l'objet de la prophétie évidemment et que parfois ceux qui se prennent pour les gentils finalement ne le sont pas. C'est une saga qui demande énormément d'investissement. Ne lisez pas ça si vous êtes fatigué et que vous n'êtes pas en mesure de vraiment vous plonger dans l'univers parce qu'il y a énormément de personnages, il faut suivre. C'est compliqué. Le premier tome j'avais dû prendre des notes alors que je suis pas quand même novice en fantasy adulte, c'est pas la première fantasy adulte que je lis, donc voilà, je suis quand même un petit peu habituée à la construction de monde très lente, à l'introduction de très nombreux personnages, dans des endroits différents, avec plein de points de vue différents, mais alors là c'est quand même... c'est sportif. Et du coup, et ben écoutez, le premier tome a été un peu moins agréable parce que il y avait ce côté introduction qui était très pénible, enfin pas pénible dans le sens relou, mais pénible dans le sens pas évident, et là que je suis à fond dedans, bah ça y est, là c'est l'autoroute du bonheur. Et même s'il y a encore des personnages, à chaque fois je dis à Elise avec qui je lis en lecture commune, c'est qui ça déjà, je passe un excellent moment, vraiment j'adore. Et en fait je me rends compte que je prends pas assez le temps de lire de la fantasy adulte parce que c'est ce qui me stimule le plus. C'est vraiment ce qui me stimule le plus dans la fantasy. Le young adult c'est très bien aussi, j'adore, hein, mais c'est plus pour les moments où j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors que là ça me stimule de ouf quand je suis dedans. Je réfléchis à toutes les possibilités, les complots, les machins, je me rappelais qui est avec qui et vraiment ça me stimule intellectuellement. Le problème c'est que je prends pas assez le temps ou alors je me dégage pas assez de temps calme où je suis pas stressée, où je suis pas à courir dans tous les sens pour pouvoir vraiment apprécier ma lecture. C'est dommage parce que la fantasy adulte c'est tellement enrichissant et vraiment j'adore. Et je dénigre absolument pas du tout, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dénigre ni la littérature jeunesse ni la littérature young adulte que j'aime beaucoup. Je dis juste que chaque littérature apporte quelque chose de différent. Et je me rends compte que la littérature fantasy adulte apporte des choses que j'apprécie énormément. Voilà, chacun lit ce qu'il veut et ça c'est pas objectivement meilleur que de la fantasy young adulte. C'est ça que je veux dire et c'est là où je m'embrouille un petit peu. C'est qu'en fait, aucune littérature n'est meilleure qu'une autre. C'est juste que par rapport à mes goûts et ce qui me plaît, ça me stimule plus que du young adulte. Après, il faut alterner. Si je disais que ça, je serais fatiguée H24. Hein. Déjà que je le suis, mais ce serait trop lourd. C'est bien d'alterner et je trouve ça très très chouette de pouvoir alterner les genres, alterner les tranches d'âge, alterner les sagas. Voilà, c'est un truc qui me plaît. Et d'autant plus quand je me mets à lire de la fantasy adulte en alternance, je me rends compte que je devrais en lire plus parce que je prends pas assez de temps. Enfin là ça va parce que cette année déjà je lis ça, ensuite je vais me replonger avec grand plaisir dans l'Assassin Royal, mais le but c'est vraiment de développer un peu cette lecture de la fantasy adulte que j'ai tendance à repousser parce que je suis fatiguée, parce que c'est prenant et compagnie, alors qu'en fait c'est tellement agréable et je suis tellement fan, bref. Voilà, bravo. Je vais vous parler très rapidement de mes deux DNF et ensuite on parlera des dernières lectures un petit peu plus approfondies. Alors, les deux abandons. Pour moi, ça a été Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Harmon, publié chez Hurlevent. Attention, hein, encore une fois, je vais faire un laïus. Si jamais vous avez aimé ce livre, vraiment ne prenez absolument pas mal mes propos. C'est un ressenti subjectif et personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce roman. Moi, vraiment, je l'ai pas aimé du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave et ce que je vais dire, c'est très personnel et je ne juge aucunement vos goûts de lecture si vous avez aimé ce livre. Je tiens à le dire. Je n'ai pas réussi à passer plus de 100 pages. Parce que j'ai trouvé que, à mon goût, c'était beaucoup trop cliché et beaucoup trop descriptif. Et j'ai honnêtement levé les yeux au ciel une bonne partie des 100 pages que j'ai... Et quand ça commence comme ça sert à rien. En fait, par exemple, l'héroïne, on nous dit qu'elle a et une jupe plissée, et en bandeau, et des petites derbies, et machin, et bidule, pour vraiment vous plonger dans une image Pinterest. Et j'ai trouvé que c'était trop
c'était trop cliché. Et en fait, on n'a pas besoin de savoir, à mon sens, à mon goût, moi j'ai pas besoin de savoir comment elle est habillée de la tête aux pieds. Tu me donnes une vibe, tu me donnes une ambiance, c'est bon. Mais en fait, pendant 100 pages, on est vraiment dans cette surenchère de description pour nous montrer quelque chose de très esthétique et moi ça m'a gênée. Ça m'a gênée, j'ai trouvé ça too much et du coup, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Je vais en rester là. Encore une fois, je ne critique ni l'autrice, ni les personnes qui ont aimé ce livre. Vraiment, chaque goût est légitime. Juste que moi, c'est pas mon goût. Voilà, basta. Un autre livre sur lequel j'ai soupiré et levé les yeux au ciel, c'est Nightbane de Alex Aster. Et c'est dommage parce que... Ah bah tiens, il y a encore mon serre-fil. J'avais beaucoup aimé Light Lark. Mais ce deuxième tome, vraiment, ça a été un gros non pour moi. En fait... Pour tout vous dire, je peux vous résumer le début de ce deuxième tome parce que j'ai quand même lu 235 pages, hein, donc je me suis quand même un petit peu accrochée. Si j'avais pas été dans un train avec que ça à lire, j'aurais sûrement arrêté même avant. Ce livre, pour moi, le début, c'est une nana qui ne fait que chouiner, qui va être avec un mec, mais dès qu'elle est plus avec lui, ou même parfois quand elle est avec lui, elle pense à un autre et il se passe rien. Il se passe rien, vraiment, pendant 300 pages, il se passe que dalle. Et bah du coup j'étais là genre bah non, je m'ennuie en fait, je m'ennuie. Et puis ce côté, je suis avec un mec mais dès qu'il est plus là, hop, je pense à un autre et tout machin. Pour moi c'est vu, revu, déjà fait. Et puis en fait ça n'avance rien, ça n'apporte rien à l'histoire. Parce qu'en fait tout le monde sait avec qui elle va finir. Ça transpire dans l'écriture, tout le monde le sait avec qui elle va finir. Et du coup, c'est un triangle amoureux qui pour moi n'a pas d'essence en fait. Il sert à rien. Et le pauvre... Le pauvre mec en plus, il est gentil en plus. Hein. Le pauvre mec là qui est à côté, je me dis, voilà. Pas de chance, vraiment pas de chance. Bref, vraiment j'ai pas accroché et j'ai eu d'autres échos qui m'ont dit exactement la même chose, donc je me suis dit on va en rester là. Et donc on va passer au livre dont je ne vous ai pas encore fait de chronique et le premier ça va être la réédition de The Bone Season, le tome 1. Pour rappel, The Bone Season, c'est l'histoire de Paige, qui est une femme aux pouvoirs paranormaux. Dans cet univers, on va dire la magie est reliée à ce qu'on appelle l'éther. C'est quelque chose qui est entre la vie et la mort. Et en fait, vous avez plusieurs catégories de pouvoirs, avec plusieurs castes. Et la plus rare, c'est... attendez, je vais vous dire ça parce que je me rappelle plus du tout du nom. Le dernier, c'est les sauteurs. Et donc dans les sauteurs, vous avez les oracles qui sont capables d'avoir des visions et les marche-rêves qui sont capables de prendre possession de quelqu'un, de se projeter dans le corps de quelqu'un ou dans le territoire des rêves de quelqu'un. Et donc Paige, elle a ce pouvoir-là, c'est très très rare, et dans cet univers un peu dystopique, les clairvoyants sont chassés. Ils se regroupent du coup en pègre, dans le milieu de la nuit, dans le milieu voilà, pas des méchants mais voilà la mafia quoi. Mais en fait ce qui est très bien dans ce livre c'est qu'en fait les méchants c'est le système et les gentils c'est les opprimés, les rebelles, les laissés pour compte, voilà, qui se réunissent en pègre pour survivre contre le régime oppresseur. Et donc vous avez Paige qui est le bras droit d'un grand chef de gang entre guillemets. En fait je sais pas si gang ça peut vraiment s'appeler comme ça parce que pas vraiment méchant. Hein. Enfin du moins dans le premier tome. Et un jour elle va être découverte et elle va être envoyée à Oxford qui est donc une cité qui a été bâtie sur l'ancienne université et où vous avez un peuple qui s'est établi et qui va mener en esclavage les clairvoyants. Clairvoyants qui leur sont fournis par le système. Et donc c'est comme ça que Paige va se retrouver esclave dans cette ville un peu bizarre avec ces personnes un peu étranges. On comprend pas trop d'où ils viennent au début, c'est un peu bizarre. Et ça va beaucoup plus loin que ça, après vraiment ça part en exponentiel, mais là on est vraiment que sur le premier tome. Et moi j'ai adoré cette réédition. Je ne pourrais pas vous dire si c'était plus simple, réécrit comme ça, ou si juste je connais le monde donc du coup c'était plus simple pour moi de me replonger dedans. Honnêtement je saurais pas vous dire. Parce que c'est vrai que moi ce que j'avais trouvé à la première édition, puisque là elle a réécrit ses livres, parce qu'au bout de 15 ans elle se disait que ça n'était plus à la hauteur de ses écrits donc elle a voulu tout réécrire. Moi ce que j'avais reproché au premier tome c'est que c'était vraiment beaucoup d'infos et pas du tout bien amené et on comprenait rien au début. Vraiment c'est dur de comprendre, au début on est perdu. Si personne n'explique comment ça marche, il y a des mots, on nous les explique pas. C'est vraiment très particulier. Là moi je connaissais le monde, le système et tout, donc quand je l'ai commencé je me suis pas sentie perdue. Et c'est normal en fait. Mais du coup, est-ce que c'est parce que c'est mieux écrit? J'en sais rien.
Mais je peux pas savoir puisque je connais déjà. Il aurait fallu que j'oublie vraiment tout. Par exemple, que il se passe 20 ans en fait sans que je le lise et que je me remette dedans pour vraiment, voilà. Mais là c'était à 3-4 ans, donc je m'en souviens encore, surtout que j'ai lu 4 tomes quand même. Donc je pourrais pas vous dire si c'est mieux fait dans cette version que dans la précédente. Mais en tout cas j'ai passé un bon moment, j'adore cette saga. J'ai hâte de lire le dernier tome là qui va sortir en mai, surtout comme je vous dis j'ai lu les 4 tomes il y a très longtemps maintenant et vu qu'elle a fait les rééditions plus le préquel du Prieuré de l'Oranger qui faisait 1200 pages, et ben elle a pas pu sortir plus tôt le tome 5 et là j'ai hâte. Ensuite très rapidement je vais vous parler d'un livre dont je n'ai pas le droit de vous parler puisque c'est une ENC Nami, vous commencez à être habitué avec le temps, je vais juste vous mettre ça comme ça histoire de vous donner un petit aperçu. C'est du coup une lecture qui va vraiment s'inscrire dans les lectures asiatiques type avec plusieurs chapitres qui vont suivre plusieurs personnages, mais là où c'est chouette c'est que même si on a des petites bribes de personnages annexes, on suit quand même principalement un seul personnage qui s'appelle Young Young et qui a des problèmes familiaux avec sa sœur on va dire. Ce qui est bien c'est que du coup même si on a quelques petits personnages qui viennent agrémenter tout ça via les différents chapitres, on est quand même sur une histoire je dirais un petit peu plus européenne avec vraiment le personnage qui a un début et une fin. Et c'est moins cyclique comme on a l'habitude dans les littératures asiatiques. Là on est plus sur un roman un peu plus de type occidental. C'était chouette mais j'ai pas réussi à être embarquée dans ce roman. Donc je vous le recommande mais c'est pas mon préféré. Faut dire qu'aussi du coup vu que j'en lis beaucoup je deviens un petit peu plus critique, un petit peu plus difficile. C'est pas un mauvais roman. Mais comparé aux autres, c'est pas celui que je recommanderais en premier. Voilà, de toute façon je vous en reparle pendant sa sortie. Il sortira en août donc on a largement le temps d'en reparler. Ensuite j'ai écouté Magie et Sentiments de Ariel Holz publié chez Slalom. Et c'était honnêtement une très chouette écoute audio. Vraiment j'ai passé un très bon moment. On est sur une espèce de romance dans un univers où vous avez la lune et la terre et aussi on est du coup en Angleterre en 1800 et quelques, voilà dans une époque très victorienne et donc vous avez, j'avais pas vu qu'au début vous aviez ces petits arbres généalogiques incroyable. Vous avez deux familles qui se rencontrent, une de la Terre, une de la Lune, les Ashdown et les Exeter. La famille Exeter est une famille de Terre, la famille Ashdown est une famille de la Lune, et le but c'est de faire une union arrangée entre Nathaniel Ashdown et Rebecca Exeter afin de nouer des liens entre la Terre et la Lune. On est en 1855. Et donc du coup, en fait, on va dire que les tensions politiques sont assez élevées et du coup ce mariage pourrait apaiser un petit peu tout ça. Évidemment, c'est finalement pas eux qu'on va suivre, mais leurs frères et sœurs, donc Luke et Sheva, qui sont deux petits êtres, on va dire, très turbulents, très rebelles, qui vont en faire un petit peu qu'à leur tête. Sheva, c'est un petit peu la tête brûlée, c'est la grande sœur qui veut protéger son petit frère, et Luke, c'est le belâtre qui part toujours en soirée et tout machin. Et ils vont s'allier parce qu'il va y avoir, je crois, un espèce de vampire qui va boire le sang des jeunes filles dans le quartier où il sort, Luke en général, et du coup il va s'associer un petit peu à Sheva pour essayer de découvrir ce qui se passe. Ils s'aiment pas beaucoup au début, mais vous vous en doutez qu'il va y avoir une romance avec beaucoup de pics lancés entre eux, puisqu'au début ils s'aiment pas beaucoup, et puis finalement ils vont beaucoup s'apprécier. C'était très chouette, je dirais pas que c'était un coup de cœur, loin de là. Mais ce que j'aime beaucoup avec Ariel Holz, c'est qu'on retrouve un petit peu de lui dans chaque roman qu'il va faire, même s'ils sont très différents. Celui-ci se rapproche un petit peu plus de la duologie qu'il avait déjà publiée chez Slalom, puisqu'on est vraiment dans un truc très young adulte. Mais il y a ce côté un petit peu cruel qu'on retrouvait dans la première duologie dans les failles et que là on retrouve dans le peuple de la lune, notamment les dirigeants. Et je trouve qu'on retrouve vraiment sa patte à chaque fois et c'était très chouette. Je crois qu'il y a un tome 2, mais c'est plus des tomes un petit peu compagnons, c'est-à-dire qu'ils vont suivre là un personnage très secondaire qu'on suit dans ce tome là, ça va devenir le personnage principal. Je sais pas honnêtement si je le considérerais comme une saga et surtout je ne sais pas si je vais le continuer.
Vraiment, je me suis pas vraiment posé la question encore parce que c'était chouette mais c'était pas exceptionnel. Mais pourquoi pas, c'était quand même un bon moment de divertissement. Et du coup, le tome compagnon sort fin mai je crois, donc vous allez pas tarder à le voir partout je pense. Et enfin, ma dernière lecture c'était The Swarm of Kaigen de M.L. Wang publié chez Calix, qui est vraiment un ovni je trouve dans le monde de la fantasy adulte, puisqu'on est quasiment même pas sur de la fantasy, on est plus sur de l'historique. Je pense que le résumé n'est pas vraiment très distinctif puisqu'on nous parle de combattants et tout machin, mais en fait au début on va suivre Mamoru qui est un petit garçon. Il va à l'école, tranquille, dans un monde qui par certains côtés est un petit peu industrialisé. Et donc Mamoru il va à l'école et puis on lui apprend que Kaigen, voilà, c'est la péninsule, que là où ils sont ça s'appelle l'épée de Kaigen et qu'en gros, voilà, c'est un endroit très important. Et il y a un de ses copains qui va surtout lui dire la vérité, qu'il veut pas entendre, c'est-à-dire que c'est un endroit qui va être vraiment jeté en pâture pour les invasions du royaume voisin, le royaume de Ragan. Et que en gros, ils sont là pour faire barrière et que bah, s'il arrive quelque chose, le reste du pays va sûrement pas venir les aider. Lui il est là genre non c'est pas vrai gna gna gna, et en fait on pense au début que c'est notre personnage principal mais en fait que nenni. Le personnage principal de cette histoire c'est sa maman qui du coup est une jeune femme qui a dû brider tout ce qu'elle était pour rentrer dans la famille Matsuda. Elle maniait la magie du sang, mais en gros vu que c'est une femme, elle n'a pas le droit de se battre, elle n'a pas le droit de guérir ses enfants avec la magie du sang, elle doit vraiment rentrer dans le clou et être la gentille petite femme de la famille Matsuda, qui elle est connue pour pouvoir créer des épées entières à base de glace. C'est leur pouvoir, ils peuvent créer, voilà, ça s'appelle la lame chuchotante, c'est un pouvoir très vénéré, voilà, c'est un truc dans le pays, c'est les grands Manitou quoi. Et on va suivre du coup plutôt sa maman et le combat de sa maman lorsque bah, y a une réelle invasion qui arrive. Et c'est surtout, je pense, une réflexion sur la place de la femme dans une société patriarcale qui va les brider, qui va ne pas exploiter tout leur potentiel sous couvert de tradition, de respect, voilà, de choses un petit peu archaïques. Et on va suivre cette femme qui à la fois va se battre contre sa propre nature mais qui va aussi se battre contre les autres, qui va aussi essayer de protéger ses enfants, et c'est une histoire qui est vraiment poignante, qui est dure. Il y a des scènes de bataille qui sont franchement pas évidentes, mais qui surtout va soulever énormément de choses par rapport bah, du coup en effet au féminisme et à ces femmes et qui voilà peuvent pas être elles-mêmes parce qu'elles doivent convenir à des normes sociales. Et c'était très intéressant, c'était vraiment très particulier, c'est un roman comme je n'en ai jamais lu. Sur certains aspects il me faisait un petit peu penser à la guerre du pavot, le côté un peu dur de la guerre qui va être vraiment relaté sans ménager le lecteur en fait. Sur ce point là vraiment ça ressemble. Et puis bah, y a le côté aussi où l'héroïne dans la guerre du pavot, c'est une jeune fille qui vient d'une région où ils ont la peau foncée et du coup tout le monde dit qu'elle arrivera jamais à atteindre les hautes sphères et tout machin. Bref, on a pas forcément sur le féminisme mais plus sur le racisme dans la guerre du pavot, alors que là on est plus sur le féminisme. Et c'était très intéressant, mais vraiment c'est un ovni en fait ce livre. C'est vraiment quelque chose de très particulier comme j'en avais jamais lu, et j'ai été vraiment happée par cette histoire et j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc bah voilà, je vous le recommande, vraiment, c'était très chouette. Et je pense que c'est plus abordable que la fantasy adulte classique parce que il y a moins de world building, on est vraiment plus sur la guerre et les personnages. On est moins sur du world building qui part dans tous les sens, donc c'est plus accessible si jamais par exemple vous n'avez jamais lu de fantasy adulte. Je pense que ça peut être un bon tremplin parce que c'est moins demandeur en termes de se rappeler qui est qui, quel pouvoir fait quoi, qui est avec qui, dans quel pays et compagnie. Là c'est quand même un petit peu plus pas en huis clos mais dans un endroit fermé entre guillemets, c'est vraiment une zone, donc ça pourrait être pas mal si jamais vous voulez tester la fantasy adulte. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dans cette sélection qui vous font fortement envie, ou si vous les avez pas aimés, ou encore une fois, je le répète, c'est hyper important, mais je veux blesser personne. Quand je dis des choses mauvaises sur un livre, c'est uniquement mon propre avis et je considère pas que mon avis est le meilleur, c'est juste mes ressentis personnels. Donc ne le prenez pas mal si j'ai détruit votre livre préféré, vraiment je m'en excuse. Et puis ben, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji fleur de cerisier pour The Sword of Kaigen, puisque
même si c'est pas trop dans l'histoire, il y en a quand même pas mal sur la couverture. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour tout le monde, un petit commentaire, un pouce en l'air, ce serait hyper sympa. Et puis moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.